Donc là, nous avons une audition et pas une table ronde. Merci, professeur Collet et docteur Garbarc, de venir échanger avec nous sur le sujet de ce projet de loi de la fin de vie qui est soumis aux travaux de l'Assemblée nationale. Cette commission spéciale qui a commencé ses auditions lundi. Donc, il était important pour nous de pouvoir écouter la HAS, puisque d'abord, elle sera interrogée notamment sur la substance létale, mais aussi, on voit bien les nombreux échanges et questionnements qui ont lieu, notamment autour du court et moyen terme. Donc, merci, messieurs, de nous éclairer sur ces questions. Les rapporteurs, s'ils le souhaitent, poseront des questions. Vous pourrez, après votre propos liminaire, y répondre. Les députés aussi, avec l'objectif, je le redis, de terminer à 19h30. Monsieur Collet, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, d'abord, merci de nous auditionner sur ce sujet. Et comme vous l'avez fait remarquer très justement, ça a été pour vous une longue journée et nous allons essayer d'aller directement sur ce que fait la HAS et comment la HAS peut contribuer à vos travaux sur ce projet de loi de fin de vie. D'abord, permettez-moi de faire un rappel rapide sur la HAS pour qu'on ne se trompe pas sur ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. La HAS, vous le savez, a été créée par une loi du 13 août, la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Et le cœur de métier de la HAS, sa mission, c'est l'expertise de la qualité du système de santé. Donc notre rôle est d'évaluer la qualité. Et pour cela, nous la déclinons avec trois grandes valeurs. C'est l'indépendance, nous sommes une autorité publique indépendante, c'est la science, donc la rigueur scientifique, et bien évidemment la transparence, comme vous le savez. La HAS a trois grands domaines d'activité, et nous allons pouvoir retrouver dans ces différents domaines des liens avec vos travaux. Le premier domaine, c'est l'évaluation des technologies de santé, les médicaments, les dispositifs médicaux, les actes. Le deuxième domaine, ce sont les recommandations de bonne pratique. Et le troisième, c'est l'évaluation des établissements. Qu'il s'agisse d'établissements de santé, alors on parle de certification, ou d'établissements sociaux et médico-sociaux, puisque le HAS couvre le champ social et médico-social, et on parle d'évaluation. Donc voilà l'esprit, je veux dire, général de ce qu'est la HAS. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de la fin de vie et du projet de loi fin de vie. Alors, il faut que vous sachiez que la HAS a déjà travaillé sur des sujets de fin de vie. Mais il y a un principe qui avait été d'ailleurs publié par la HAS dans un de ses rapports, qui est que la HAS n'a pas vocation à se substituer au débat sociétal, qui est un débat légitime. La HAS réalise simplement des travaux qui sont dans le cadre de l'état législatif actuel. Donc, ce sont les dispositions législatives qui précisent nos missions. Et l'article central de nos missions, qui est dans le Code de la Sécurité sociale, l'article L161-37, contient déjà 22 missions, de 1 à 22, même si on trouve des missions ailleurs. Et le projet de loi, à son article 18, ajoute une 23e mission, qui est la mission d'élaboration des recommandations de bonne pratique relatives, on va dire, aux substances létales et à leur utilisation. Et nous pourrons discuter de cet aspect-là, si vous voulez bien, de la manière dont nous travaillons. Mais il y a également l'article 6, vous l'avez évoqué, qui rappelle dans l'article 6, parmi l'ensemble des critères requis pour pouvoir faire une démarche vers la fin, faire l'aide à mourir, il y a effectivement la notion de pronostic vital à court ou moyen terme. Or, la HAS, sur le plan de la fin de vie, a déjà travaillé sur plusieurs dossiers. Elle a déjà travaillé sur les modèles de directives anticipées. Elle a déjà travaillé sur les soins palliatifs. Et donc, il faut déjà avoir à l'esprit que nous connaissons déjà ces sujets par expérience. Et surtout, et aussi, nous avons travaillé suite à la loi Claes-Leonetti, la loi de 2016, sur la sédation profonde et continue. Et dans tous ces domaines, nous avons été conduits à élaborer des recommandations. Aujourd'hui, ils nous ont donc demandé, d'une part, des recommandations de bonne pratique sur l'utilisation des substances létales, et d'autre part, au travers de l'article 6, de contribuer à la définition du moyen terme, non pas parce que c'est prévu dans le projet de loi, mais parce que, comme la ministre vous l'a annoncé hier, parce que nous avons été saisis par la ministre pour pouvoir éclairer effectivement les professionnels de santé sur la définition de ce que peut être cette notion de moyen terme. Donc voilà le cadre général, Madame la Présidente, sur cela. Alors,
Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je n'aborde pas la question de l'éthique, puisque c'est quand même, nous sommes au cœur de cette question. Parce que la première réponse, c'est parce que lorsqu'on travaille sur la qualité du système de santé, l'éthique est consubstantielle à la qualité du système de santé. On ne peut pas évaluer la qualité sans avoir le souci des questions d'éthique. Mais nous n'avons pas prévu de le développer, mais sachez que l'éthique est déjà présente dans l'ensemble de nos approches, y compris plus récemment dans la certification des établissements de santé qui contiennent des critères sur le questionnement éthique et les démarches éthiques des établissements que nous expertisons à des fins de certification. Donc voilà cette introduction générale que j'ai souhaité très brève, Madame la Présidente, pour laisser libre cours à vos questions et à ce qu'on puisse répondre avec le docteur Gabache, qui est directeur adjoint de la qualité au sein de la HAS et qui est lui-même le chef du service des bonnes pratiques. Madame la Présidente. Merci. Monsieur Falorni. Merci, professeur, et merci à vous deux d'être présents en cet après-midi chargé d'audition. Votre présence est très précieuse parce que nous allons être amenés à légiférer, mais vous aurez ensuite un rôle important, évidemment en étant fidèle à l'esprit du législateur. Je n'en doute pas une seconde, et nous veillerons, parce que c'est aussi notre mission d'évaluer, de contrôler le suivi législatif que nous allons faire. Je voulais vous poser 3 questions assez générales pour vous permettre, compte tenu de la brièveté de votre propos introductif, et j'imagine qu'il a entraîné chez vous peut-être quelques frustrations. Je vais essayer d'y remédier. Je voulais d'abord connaître votre approche par rapport aux conditions d'accès, d'éligibilité à l'aide à mourir. Voilà, quelle est votre approche? Est-ce que vous considérez que les différentes conditions sont pertinentes, qu'elles doivent être modifiées, élargies, restreintes? Deuxième question, vos remarques sur la procédure d'aide à mourir, qui est largement développée dans le chapitre 3, entre les articles 7 à 15. Et puis, je ne vais pas vous interroger forcément sur l'article 18, mais vous en parlerez probablement. Mais je voulais vous interroger aussi sur une question qui va sûrement être suivie de près, même si ce n'est pas forcément celle qui apparaît aujourd'hui le plus dans le débat public, c'est la question du contrôle et de l'évaluation. Et notamment sur cette commission qui va être mise en place. Est-ce que vous avez des préconisations sur sa composition et sur son rôle à venir? J'évoquais ce matin un pays, la Belgique, il y a eu un arrêt devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la loi belge était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est aussi, j'allais dire, un signal pour notre pays, puisque ce texte s'inscrit dans cette convention. Mais en revanche, des remarques, voire des critiques ont été émises sur la commission de contrôle et notamment sa composition. Donc, est-ce que vous auriez un certain nombre de préconisations à nous faire aujourd'hui? Merci, professeur. Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. Avant d'aborder le projet de loi, bien sûr, ce qui est notre sujet, je voudrais jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Si vous pouvez nous donner quelques éléments sur votre évaluation de l'usage des directives anticipées, la mise en œuvre. Le constat, il est assez partagé et il est pas très satisfaisant. Si vous pouviez nous rappeler votre appréciation sur ces directives et comment faire en sorte qu'elles soient plus utiles, plus utilisées. Deuxième coup d'œil en arrière, c'est la loi Claes-Leonetti. Nous avons, avec mes collègues Olivier Falorni et Caroline Fiat, été missionnés pour une évaluation de cette loi et nous avons eu beaucoup de difficultés à approcher la mise en œuvre de la sédation profonde
continue, maintenue jusqu'au décès, qui était une nouveauté importante. Les lois sur les droits des malades s'enchaînent depuis un quart de siècle. Elles se complètent, elles ont une logique les unes avec les autres. Notre projet de loi actuel est complémentaire aux lois précédentes et en particulier à la dernière. Donc, il nous a été très difficile de savoir effectivement de façon quantitative et qualitative comment cette sédation a été mise en œuvre, sur quels critères, à quel public, la façon de la décider, les protocoles suivis et la réaction des patients et des familles après le décès. C'est très embêtant parce que effectivement, quand on évalue un texte, on doit savoir s'il est mis en œuvre et si ce texte est suffisant ou s'il faut aller plus loin. Je reviens quand même à notre projet de loi sur l'établissement du plan d'accompagnement, le plan individuel d'accompagnement, qui est une nouveauté dans sa définition. Moi, j'ai trouvé dans les fiches de la HAS un guide sur l'entretien motivationnel qui nécessite d'ailleurs une certaine maîtrise, des techniques qui ne s'inventent pas, qui ne sont pas intuitives et qui, pour que cet entretien qui accompagne, je le rappelle, l'annonce d'une maladie grave et puis la façon dont, à côté des soins curatifs, on va prévoir l'aménagement de sa vie, nous avons besoin de techniques et de votre expertise pour que ces entretiens préalables et puis la rédaction d'un plan qui sera de toute façon évolutif en fonction de l'évolution de la maladie, cette étape soit la plus, je dirais, efficace possible. Je vous remercie. Madame Maillard. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à vous d'être présent ce soir avec nous pour éclairer nos débats. J'aurais deux questions à vous proposer. S'agissant de l'article 6, notamment, on l'a évoqué, la Présidente l'a évoqué dans son propos introductif, le fait que une personne demande l'aide à mourir doit être atteinte d'une affection grave ou incurable, engageant son pronostic vital à court ou à moyen terme. Estimez-vous qu'il faille inscrire un délai dans le projet de loi, voire citer les affections concernées? On aimerait avoir votre avis et peut-être votre éclairage sur ces sujets très importants, et quand bien même dans quelle mesure nous pourrions prendre en compte l'évolutivité, enfin l'évolution des maladies, en tout cas dites incurables, et faudrait-il les expliciter, les nommer? La question reste ouverte. Ma deuxième question, elle concerne le fait que la personne doit être apte à manifester sa volonté libre et éclairée. Est-ce que vous estimez que dans le projet de loi actuel, les conditions les garanties proposées sont suffisantes, nécessaires et suffisantes, et dans quelles conditions le consentement doit être donné? Alors, comment on évalue le consentement, en tout cas le libre consentement, et comment on peut s'assurer d'une application identique de ces critères appliqués par l'ensemble des professionnels de santé? Je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà, merci. Madame Christol. Merci Madame la Présidente. Première question, après le vote de la loi Claes-Leonetti, vous avez publié un guide en 2018, réactualisé en janvier 2020, qui définit notamment les recommandations sur la procédure collégiale. L'article 18 dispose simplement que la HAS définira des recommandations de bonne pratique sur les substances létales et les conditions de leur utilisation. Sans que cela figure dans le projet de loi, est-ce que les mêmes recommandations pourraient être publiées pour la procédure collégiale concernant l'aide à mourir? Deuxièmement, est-ce que cette éventuelle évaluation psychologique ou psychiatrique qui est dans le débat sur la procédure collégiale, est-ce que ce guide concernant la sédation profonde qui recommande fortement puisse être également demandé avec l'accord du patient, une évaluation de l'état psychologique ou psychiatrique? Pourriez-vous nous donner les arguments qui vous ont poussé à recommander que puisse être demandé au besoin et avec l'accord du patient cette évaluation, et faut-il l'intégrer dans la loi? Deuxième question, sur l'article 11, et notamment les alinéas 7 et 8, la présence ou la participation des professionnels de santé au moment de l'administration, mais il est muet dans la conduite à tenir en cas de difficulté. Est-ce que selon vous,
on doit définir une conduite à tenir par les professionnels de santé en cas de difficulté. Sommes-nous bien d'accord sur le fait que cette conduite devra tendre à hâter le décès? Et troisième point, et dernier, est-ce que c'est à la HAS de définir dans ses recommandations les critères d'évaluation de la volonté libre et éclairée par le médecin? Est-ce que cela posera une difficulté? Et est-ce que c'est la question de la compétence ou de l'expertise qui se posera lorsque ce sera un infirmier de l'évaluer au moment de l'administration dans les cas où aucun médecin n'y participerait? Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. 3 questions. Dans l'article 17, non, dans l'article 18, pardon, vous participez avec la NSM à la mission d'évaluation des substances létales qui seront utilisées pour la mise en œuvre de l'aide à mourir. Est-ce que selon vous, vous avez tous les éléments? Est-ce que vous êtes outillé, entre guillemets, pour accomplir cette mission? Si oui, parfait. Sinon, que vous faudrait-il pour mener à bien cette mission? Hier, lors de l'audition de l'Ordre des pharmaciens, ils ont soumis l'idée d'une définition du produit létal. Trouvez-vous pertinent de définir ce qu'est un produit létal? Et si oui, avez-vous une suggestion? Et enfin, sur la sédation profonde et continue, selon qui on auditionne, certains vont vous dire que cette sédation a lieu, d'autres vont vous dire qu'elle n'a pas lieu. Que pensez-vous d'une codification de la sédation profonde et continue? Monsieur Collet, Monsieur Gabache pour les réponses. Oui. Nous allons répondre à 2 voix. D'abord, les questions de Monsieur le député Falorni sur les critères tels qu'ils sont énoncés à l'article 6. Je ne voudrais pas décevoir sur les critères, mais sur la mission qui est la nôtre, la HAS, nous avons donc les sujets sur lesquels nous avons une expérience, où nous avons des données scientifiques. Quand je lis cet article 6, moi je trouve qu'il est extrêmement précis. Je veux dire, il est centré sur le fait qu'il faut qu'il y ait une pathologie, qu'il faut qu'elle soit considérée comme incurable, qu'il y a un délai pour l'issue fatale. Il y a le critère d'âge, il y a le critère effectivement, sinon de consentement, mais d'avis éclairé qui est soulevé. Vous excluez entre les lignes ce qui va relever effectivement de pathologies psychiatriques associées. Moi je trouve que ces critères sont très précis, je veux dire en termes de renseignement. Alors on peut effectivement s'interroger néanmoins sur le sens de certains de ces critères. Et le premier, c'est évidemment ce qui a été évoqué par la présidente et par plusieurs d'entre vous, cette notion de pathologie incurable avec un enjeu de pronostic vital qui se joue à court et moyen terme. Alors sur le court terme, vous savez que ça a été traité, la HAS y a contribué, on a une définition. Le court terme est relativement simple à définir, ne serait-ce que pour un médecin, on a un état physiologique de la personne qui nous conduit à penser effectivement qu'elle est en situation terminale, en question de jours, je veux dire, il y a des signes physiologiques. La question du moyen terme est réellement, puisque nous sommes saisis là-dessus, et là je ne pourrais pas vous répondre, puisque nous avons eu la saisine hier de la part de la ministre, mais on peut vous expliquer comment nous sommes en train de réfléchir à la méthode au sein de la HAS pour répondre à cette question, qui est la question de comment est-ce qu'on élabore effectivement, de manière suffisamment précise, une aide aux professionnels de santé pour définir ce qui correspond à ce moyen terme. Et je me permettrai de vous répondre, madame, sur la question du délai. Est-ce qu'il faut inscrire un délai? Alors, je suis à titre personnel, et je sors presque du domaine, je considère qu'il n'en faut pas, qu'il faut laisser ce délai en termes d'appréciation cas par cas, parce que si nous allons sur le délai, on peut imaginer également des imprécisions et des contentieux que vous pourrez rencontrer si jamais ce délai était franchi, parce que simplement, statistiquement, on pouvait penser qu'il aurait lieu ce décès dans les 6 à 12 mois et qu'il n'a pas lieu effectivement dans les 6 à 12 mois pour quelque question que ce soit, et notamment si la personne est encore vivante après. Donc, à titre personnel, je ne suis pas favorable à l'inscription d'un délai. Je préfère effectivement laisser l'appréciation aux professionnels de santé sur ce délai. La question du moyen terme, si vous voulez, je laisserai, Dr Gabache, vous expliquer la méthode, puisque nous sommes dans une logique de méthode, de ce mode de recommandation de bonne pratique. Pour monsieur le député Martin, je suis vraiment désolé, mais
on n'a pas les données que vous souhaiteriez avoir sur cette sédation, sur les directives anticipées, sur ce que vous avez soulevé les uns ou les autres sur la sédation profonde et continue, car nous ne sommes pas dans une mission de veille à la HAS. Nous sommes dans une mission d'évaluation et nous pouvons être amenés à analyser si nous sommes saisis pour le faire. Et en l'occurrence, à ma connaissance, mais je laisserai le docteur Gabache préciser ce point, nous ne l'avons pas été et donc nous n'avons pas de données réellement à vous apporter. Je le regrette bien évidemment. Sur les autres points, je vais laisser, si vous voulez... il y a quand même ce point de l'article 18 que vous avez évoqué sur les substances létales, madame. Effectivement, il va falloir qu'on définisse ce que sont ces substances létales, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le mot létal. D'ailleurs, vous complétez cette expression dans le projet de loi, parce que c'est celles qui sont effectivement destinées à entraîner le décès rapidement. Il faut que nous en ayons la connaissance, mais nous aurons, nous, en termes de recommandations de bonne pratique, à nous assurer que ces substances auront l'effet désiré, mais en respectant le plus possible la qualité des derniers moments de la personne, c'est-à-dire sans souffrance apportée par ces traitements. Donc ça va faire partie effectivement de notre travail en termes de recommandations, de pouvoir le proposer. Un seul mot sur le moyen terme. Nous avons rapidement balayé la littérature scientifique sur le donné. Je dis bien rapidement, c'est là pas à approfondir. On n'a pas trouvé actuellement de disposition sur le plan du droit comparé au niveau international où cette notion de moyen terme était vraiment décrite ou définie. C'est-à-dire que nous allons dans une situation où, pour la première fois, nous allons être conduits à définir en France ce que peut être ce moyen terme dans le cadre d'une loi de fin de vie. Ça, il faut qu'on l'ait à l'esprit. Donc, il y a une originalité, ce qui ne va pas être sans créer de difficultés pour justement répondre à la question, pour nous, telle qu'elle nous est soulevée. Mais je vais laisser la parole au docteur Gabache sur ces différents points. Bonjour. Donc, je vais expliquer comment on élabore une recommandation de bonne pratique à la autorité de santé, puisque c'est la saisine qu'on a eue hier sur le moyen terme. S'il y a une question qui est posée, on doit répondre à cette question pour la fin d'année. Donc, l'élaboration de recommandations, ce n'est pas deux personnes, ni M. Collet et moi-même, qui faisons ce travail, c'est un travail collectif. Et donc, on fait d'abord un travail d'analyse de littérature sur le sujet. Et donc, on est en train de le faire actuellement, puisqu'on a commencé. Et ensuite, c'est un travail qui est fait on met en place un groupe de travail qui analyse la littérature et qui élabore ces recommandations. Il y a une première rédaction de cette recommandation. Il y a un groupe de lecture, un groupe de parties prenantes et qui va relire, qui va donner des commentaires. Et en fait, le groupe de travail rédige la recommandation. C'est validé enfin finalement par une commission de recommandation et par le collège de l'HS. C'est-à-dire qu'une recommandation, c'est en général 80 à 100 personnes qui travaillent à l'élaboration d'une recommandation. C'est-à-dire qu'on s'entoure de toutes les garanties et surtout on doit avoir dans le groupe de travail tous les courants de pensée scientifiques qui nous permettent de porter la réponse à cette recommandation. Donc c'est difficile au jour d'aujourd'hui, alors qu'on a reçu la saisine hier, d'apporter des réponses sur un sujet aussi compliqué. C'est une question complexe qui nous est posée, mais on a la réponse puisqu'on arrive toujours avec ce travail de consensus à élaborer des recommandations. Donc, je vous dirais rendez-vous fin d'année, puisqu'on nous a demandé pour le dernier trimestre, puisque dans la lettre de la ministre, c'est pour fin 2024, dernier trimestre, qu'on doit apporter la réponse. Et donc, on a mis en place tout le processus pour apporter la réponse pour fin 2024. Sur la sédation profonde continue, je complète les réponses du professeur Collet. Oui, on n'a pas d'évaluation. Je suis assez d'accord. Il faudrait une codification. Alors, je m'engage personnellement, Lionel, sur le sujet, mais il faudrait une codification pour qu'on puisse suivre cette sédation profonde continue. Et dans la loi pour la fin de vie, l'aide à la fin de vie, il faudra aussi un dispositif de suivi, parce que la littérature qu'on a, on étudie beaucoup actuellement tous les rapports d'activité de nos confrères, nos collègues belges, suisses, canadiens, de l'Oregon. C'est grâce à eux qu'on s'enrichit. Et donc, je pense qu'il faut que la France soit à la hauteur aussi et qu'on ait un dispositif, un système d'information qui nous permette de suivre et qui pourrait peut-être d'affiner les recommandations. C'est quoi le moyen terme? Si on avait des données vraiment précises sur l'état de santé, les pathologies des malades pour lesquels on aide la fin de vie, ce serait important. Je pense que ce qu'on va vous produire pour le fin d'année, c'est une première ébauche, première recommandation, mais on doit pouvoir affiner le sujet, ça me paraît très important. Et ensuite, sur le plan d'accompagnement, oui, vous avez raison, on a sorti une recommandation récente sur l'entretien motivationnel, mais on a sorti en 2019 une recommandation sur le plan personnalisé de coordination des soins.
Et je pense que le PPA devrait être une déclinaison spécifique de PPCS. Donc on a donné des exemples d'ailleurs de maladies chroniques, de malades rénaux ensuite. Et donc on va se servir de ce qu'on a écrit dans le cadre du plan personnalisé de coordination des soins en santé pour donner des recommandations dans le cadre du PPA. Voilà. Je voudrais revenir sur une question, si vous me permettez, Madame la Présidente, qui nous a été posée sur faut-il indiquer les pathologies qui peuvent être concernées ou non. C'est une question considérable parce que si on regarde sur un point de vue statistique de ce qu'on observe, il y a quelques pathologies qu'on retrouve dans la littérature étrangère et auxquelles nous avons tous à l'esprit, certains cancers, des maladies neurodégénératives, des insuffisances pardonnez-moi, terminales, notamment cardiaques, voire respiratoires. Mais on ne doit pas s'enfermer, à mon sens, dans ces pathologies. Parce qu'il peut y avoir de toute autre situation que ces 4-5 pathologies qu'on pourrait définir et qui devraient nous conduire à avoir une réflexion beaucoup plus générale, ce qui est la maladie incurable et le pronostic à moyen terme. Même s'il y a un regard plus particulier, très probablement des cliniciens, sur les pathologies bien connues, parce qu'il y a cette issue-là et qui sont les 4 grands groupes que je viens d'évoquer. Mais on doit être très prudent pour que nous ne nous retrouvions pas dans une situation où certaines pathologies qui seraient néanmoins incurables échapperaient par un cadre trop précis au fait de pouvoir bénéficier, parce que c'est l'esprit de votre loi, de l'aide à mourir dès lors qu'ils répondent à l'ensemble des critères de l'article 6. Voilà. Merci. On va passer aux questions des députés. Monsieur Falorni. Je reviens sur ma question sur la commission de contrôle et d'évaluation. Vous aurez le droit de répondre par écrit après. Hein. Bon. Pas été saisi là, on peut réfléchir comme ça. Je sais que les Belges, par exemple, il y a des commissions qui valident cas par cas. Donc, je pense que dans le groupe de travail qu'on va mettre en place, on va auditionner nos confrères belges, suisses, canadiens, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut s'enrichir de l'expérience des autres pays qui ont beaucoup d'avance sur nous et pas d'essayer de réinventer. C'est une chose de voir les difficultés et on pourra questionner la notion des commissions, de collégialité des commissions. Je pense qu'il faut se servir de l'expérience des autres pays qui ont certaines avances sur nous, sur la pratique de cette aide à mourir. Merci. Donc, chers collègues, j'ai 12 questions. On va poser 12 questions. Je rappelle qu'elles doivent durer 1 minute, alors 13. Messieurs Collet et Gabache essaieront d'y répondre avant 19h30. Un petit peu plus si on déborde, mais après on débordera pour après, on se couchera encore plus tard. C'est comme vous voulez. Monsieur Pont pour la première. Merci Madame la Présidente. Je pense avoir un petit peu de rab avec les questions précédentes, mais j'en profiterai pas. Voilà, merci messieurs de votre présence et puis de votre éclairage dont j'ai besoin, en particulier pour un point, c'est-à-dire la phase finale. L'article 6, dans les conditions d'accès, il y a un terme, c'est être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Et l'article 7 le précise, c'est-à-dire que le patient sera informé sur son état de santé, l'évolution, les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles. Je me demande si les dispositifs d'accompagnement disponibles sont en rapport justement avec cette phase finale, parce que là, on ne sait simplement que c'est par ingestion ou par injection. Par ingestion, ça peut être des comprimés, du liquide, et ça peut être fait par quelqu'un d'autre. C'est prévu dans le texte. Par injection, ça peut être une perfusion ou ça peut être une injection. Et là, c'est un personnel soignant adapté qui sera obligé de le faire. Est-ce que dans ce texte, on doit préciser les choses? Je sais qu'on n'ira pas dans les détails, bien sûr, mais un peu plus précisé que ce qu'on a actuellement dans le texte. Je vous remercie. Madame Pouziref. Merci, Madame la Présidente. Au titre des bonnes pratiques, je voudrais connaître vos recommandations en matière de coordination, s'il faut améliorer la coordination entre les différents services concernés, notamment autour des équipes mobiles, la HAD, et pour faire évoluer de façon plus efficace le plan d'accompagnement personnalisé. Est-ce que vous pensez qu'il faut réviser, élargir le DAC? Est-ce que faut-il accorder plus de centralité, par exemple, aux équipes mobiles? Et aussi, y a-t-il une garantie? Quelle garantie on peut envisager sur la prise en charge pluridisciplinaire au moment où le diagnostic est posé? Madame Leroux. Oui, merci Madame la Présidente.
En avril 2016, la HAS avait rédigé un document destiné aux professionnels de santé du secteur médico-social et social concernant les directives anticipées. Face au faible nombre de personnes décédées ayant rédigé leurs directives anticipées, la HAS soulignait que cette rareté pouvait être expliquée, entre autres, par une réelle difficulté à admettre sa finitude et à envisager les conditions de sa fin de vie, même pour les professionnels de santé, et par une faible connaissance de cette loi par les professionnels. À l'occasion de des auditions d'hier, Alain Claise a regretté que seulement 12% des citoyens aient écrit leurs directives anticipées. Ma première question est la suivante. Comment expliquez-vous ce faible taux de rédaction en dépit d'une meilleure communication depuis 2005 autour des directives anticipées? Par ailleurs, dans cette note, la HAS appelait à rendre les directives anticipées particulièrement visibles dans le dossier du patient. Comment rendre visibles ces directives? Par ailleurs, est-il légitime de rendre visibles ces directives si elles ne sont pas respectées? En effet, depuis que le Conseil constitutionnel a jugé le 22 août 2022 à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité que de telles directives pouvaient ne pas être respectées, quelle est encore la légitimité de ces directives? Je vous remercie. Monsieur Pilato. Je ne savais pas que j'étais inscrit, mais tant mieux. Alors, je vais aller vite. Il me manquait dans votre explication la souffrance réfractaire. Quand on parle du délai, je dirais, à moyen terme, en fait, je pense que c'est une bonne idée de ne pas le définir, puisque c'est à partir du moment où la souffrance va être réfractaire et qu'il peut y avoir une demande. Donc, ma question est assez simple. Est-ce que vous avez des données sur, effectivement, ce qui peut influer par rapport au physique qu'on a, par rapport à l'état mental qu'on a, par rapport à l'état de la maladie sur la souffrance réfractaire? Au moins, me dire si ça va de 6 à 8 mois, 10 mois, 12 mois, 16 mois. C'est ce genre de questions qui m'intéresse. Enfin, ce genre de réponse, pardon. Monsieur Juvin. Merci Madame la Présidente. Alors je vais vous parler technique. C'est l'anesthésiste qui parle. D'abord, d'après le rapport d'activité de l'Oregon, après l'ingestion du produit létal, on observe 4 choses. Premièrement, la moitié des patients mettent plus de 5 minutes à perdre connaissance. Deuxièmement, la moitié des patients sont encore vivants au bout de 52 minutes après l'ingestion. Troisièmement, au maximum, la mort est survenue après 68 heures après l'ingestion, c'est-à-dire plus de 2 jours. Quatrièmement, 7 à 9% ont présenté des complications. Tout ça n'est évidemment pas très satisfaisant. Ça a été obtenu avec un protocole Valium, digoxine, morphine, tricyclique ou bêta-bloquant et phénobarbital. Compte tenu de cette efficacité toute relative, considérez-vous que ce protocole est satisfaisant et considérez-vous que le déclic qui consiste à dire le professionnel de santé doit intervenir en rescue, comme il est dit dans le texte, il doit se déclencher à partir de combien de temps où la mort tarde à venir? Madame Battistel. Merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur l'article 6 et les commentaires dans le rapport qui nous est présenté sur la volonté libre et éclairée. Alors si la manifestation de cette volonté libre et éclairée est évidemment essentielle, l'absence de renvoi aux directives anticipées qui ne prend pas en compte des cas de dégradation du discernement ou des troubles cognitifs altérants, mais qui n'empêche pas la capacité à exprimer sa volonté. Plus globalement, on a vraiment l'impression que les directives sont totalement absentes de la procédure d'aide à mourir. Est-ce que vous considérez que les directives qui ont pu être établies des mois précédant la dégradation cognitive peuvent être prises en compte? Merci. Monsieur Panifous. Merci Madame la Présidente. Je voudrais vous interroger sur l'article 8 de ce projet de loi et la sollicitation qui est faite par le premier médecin qui recueille la demande de la personne concernée vers un autre professionnel de santé, notre médecin d'abord, et ensuite une troisième personne, professionnel de santé paramédicale. Est-ce que vous considérez que la notion de collégialité inscrite dans le projet de loi est à vos yeux satisfaisante? Est-ce que les procédures qui sont prévues pour recueillir l'avis de ces autres professionnels, est-ce que vous pourrez nous éclairer sur votre avis sur cette procédure et la nature qu'elle devrait prendre? Merci. Monsieur Pétavy. Merci, Madame la Présidente. Vous avez répondu en partie à ma question sur la dimension temporelle pour avoir, on va dire, une définition de ce moyen terme.
Parce que nous avons un texte que nous allons étudier donc en séance à partir du 27 mai. C'est vrai que cette définition nous serait quand même bien utile. Alors j'entends que vous avez été saisi qu'hier et qu'il y a une demande donc avant la fin de l'année, mais ça nous serait quand même assez précieux d'avoir cette définition dans un temps assez court. Merci. Monsieur Rousset. Merci Madame la Présidente. Moi je reviens sur les modes d'administration de la substance létale. Parce que souvent quand les procédures échouent, c'est parce qu'on n'a pas précisé jusqu'au bout comment il fallait faire. Et dans ce cas, il faut à la fois garantir l'efficacité du moyen d'administration, mais aussi penser au soignant qui va faire cet acte. La voie orale me paraît souvent inadaptée parce qu'il y a des troubles de la déglutition, il y a des régurgitations, c'est ce qu'a dit M. Juvin. Donc, a priori, ça serait plutôt la voie veineuse qui serait indiquée. Et là, deux situations sont possibles. C'est l'injection directe, même s'il y a un système diffuseur, ce qui s'appelait autrefois les porte-à-4, soit en perfusion. Et par expérience, justement pour avoir travaillé avec des anesthésistes, l'injection directe, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les soignants, puisqu'on a l'impression d'apporter la mort au bout de la seringue en poussant le piston et le produit. Donc, ne faudrait-il pas aller jusqu'à préciser que c'est finalement par la perfusion que devrait être amenée la substance létale, en demandant éventuellement au patient d'ouvrir le robinet de la perfusion s'il est capable de le faire. Parce qu'il faut penser aux soignants et il faut penser à l'efficacité du moyen d'administration. Merci. Madame Lizo. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, moi, je voudrais vous interroger sur ce que j'appellerais le délai de validité de 3 mois après l'acceptation donc de cette aide à la fin de vie. Est-ce qu'il ne serait pas possible ou envisageable que ce soit un délai renouvelable, puisque, comme vous le dites depuis tout à l'heure, la difficulté d'établir ce qu'est un délai à moyen terme, là, on bloque vraiment dans le temps les 3 mois. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi assouplir, de votre point de vue, ce délai fixé à 3 mois? Merci. Monsieur Legendre. Merci Madame la Présidente. Je voudrais en rajouter sur ce qu'a dit mon voisin Pétavy tout à l'heure. C'est quand même un tout petit sujet de savoir que nous allons être amenés à nous prononcer sur cette loi, alors même que nous n'aurons pas l'éclairage que vous préparez sur un point qui est capital dans les critères qui ont été fixés dans le texte de loi. Vous n'y êtes évidemment pour rien, c'est pas ça que je mets en cause, mais par rapport au bon déroulé de nos discussions, je pense que là, on a un sujet qui n'est pas tout à fait mineur. Deuxièmement, alors là, c'est l'étonnement du néophyte, renforcé par les propos de notre collègue Juvin. Je suis rentré dans ces questions en pensant que la question de la substance létale était réglée. Or, j'entends aux propos de M. Juvin, indirectement à celui de M. Rousset, qu'il n'est pas réglé. Et vous avez vous-même dit que votre fonction serait de trouver les dispositifs qui permettraient d'assurer évidemment l'efficacité du produit et de son mode d'administration, mais aussi le fait qu'il ne provoque pas des souffrances connexes, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur la façon dont on va s'assurer de ça et me confirmer qu'en effet, aujourd'hui, ce dispositif n'est pas suffisamment documenté et établi pour qu'on puisse être totalement rassuré? Monsieur Decini. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir sur le moyen terme. Hier, Monsieur Claes nous a indiqué que sa loi de 2016 était suffisante pour le court terme, mais ne l'était pas dans le cadre du moyen terme. La ministre Vautrin nous a dit hier que ce terme n'était pas défini, était encore flou, et qu'elle allait vous interroger à nouveau, ou vous interroger tout court, sur la définition du moyen terme. Alors moi, ma question, c'est si c'est impossible de définir le moyen terme de manière précise et concrète, à quoi cela sert-il de poursuivre l'examen de ce texte sur l'euthanasie? Madame Genevard. Merci Madame la Présidente. 3 questions, messieurs. La première, sur le fait que, en son article 8, le second médecin peut émettre un avis sans avoir vu le patient. J'aimerais savoir ce que vous inspire cette disposition. La deuxième question
porte sur la réitération de la demande d'aide active à mourir. Certains collègues ont posé la question de savoir si cette demande de réitération pouvait être déléguée à un tiers dans l'hypothèse où il ne serait plus en capacité cognitive de le faire lui-même. Que vous inspire cette demande? Enfin, troisième question, l'administration de la substance létale peut être opérée par une personne désignée par le malade, donc ça peut être potentiellement une personne de sa famille. Que vous inspire cette disposition? Je vous remercie. Et la dernière question pour Madame de Gorsuch. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé, je souhaite vous interroger donc sur la composition du produit létal qui sera administré lors de l'euthanasie ou du suicide assisté prévu par le projet de loi qui va nous être soumis. Cette composition n'est en effet pas définie par le projet de loi. Au moment du vote de la loi, le législateur ne saura donc pas ce qu'il en est. Pouvez-nous donner des informations à ce sujet? Et d'autre part, je souhaite savoir si la prescription du produit létal et l'euthanasie par un médecin seront considérés comme des actes médicaux entrant dans la nomenclature générale des actes professionnels. L'étude d'impact reconnaît que juridiquement et éthiquement, l'aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie, le suicide assisté, ne sont pas des actes médicaux puisqu'ils n'ont pas d'objectif ni thérapeutique ni préventif. Pensez-vous donc que financièrement, au regard de la nomenclature des actes, ils seront considérés comme des actes médicaux? Merci. Merci. On vous laisse 15 minutes pour répondre à toutes ces questions. Bien. Beaucoup de questions. Bon, d'abord, il y a des questions sur l'administration, je vous rappelle, qui a été reprise par plusieurs d'entre vous. Nous, ce que nous constatons, c'est que le texte utilise le terme administration dans le projet de loi, n'évoque pas ni ingestion ni injection. Je rappelle. Je rappelle également que le texte, excusez-moi, dans la lecture du texte, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait quand même des renvois à des décrets, et notamment des décrets en Conseil d'État sur plusieurs de ces points. Et là, à titre personnel, peut-être aussi parce que j'étais 10 ans conseiller d'État, je trouve que le mot administration est adapté et qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin au niveau du texte législatif. Et il faut laisser, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'envisage pas l'administration autrement que par ingestion ou par injection. Peut-être pourrait-on un jour envisager autre chose. Il faut être suffisamment large, à mon avis, sur le terme administration. Mais ça, c'est la représentation nationale qui doit en décider. Donc, c'est certainement pas la HAS, donc ni M. Gabache, ni moi-même. Ce que M. Juvin a développé et qui a été repris par M. Legendre et par d'autres d'entre vous, c'est qu'effectivement, toute la question est là sur le fait qu'on est dans une logique d'aide à mourir et que les expériences internationales nous montrent qu'il y a des situations où la mort n'est pas aussi rapide que cela. Et on est dans une situation très différente de la sédation profonde et continue que vous savez, qui était effectivement dans l'esprit conduite pour que la personne ait un niveau de conscience qui fasse qu'il n'y a pas de souffrance jusqu'à un décès naturel de la maladie, qui était l'esprit effectivement de la loi Leonetti de 2016 pour ce point-là. Et là, on est dans une situation qui est, somme toute, pour le moins différente, je dirais. Et il est clair que la loi, alors je ne savais pas ce qu'avait dit M. Claes, mais il me semblait effectivement que la loi Leonetti 2, ou celle de 2016, s'appliquait véritablement parce que c'est ce qui était écrit sur du court terme en termes de pronostic vital. Ça ne s'applique pas, certainement pas au-delà de quelques jours, voire beaucoup plus. Dans ce sens-là, elle ne me paraît, à titre personnel, pas adaptée pour la question du moyen terme. Donc que ce soit clair, puisque la question était soulevée. Mais que ce soit la question sur la composition des substances létales ou sur celle du contrôle finalement de ce qui va se passer en termes de souffrance, c'est une question pour nous qui va être centrale de l'HAS, puisque nous allons avoir à nous prononcer sur l'utilisation, c'est ce qui est mis dans l'article 18 de ces substances létales, et que nous devrons avoir connaissance effectivement de ce que vous avez évoqué sur un plan statistique et des conséquences qui sont des conséquences qui peuvent malheureusement ajouter à la souffrance. Et ce que nous souhaitons, c'est tout faire pour faire une proposition, une recommandation qui l'évite le plus possible et que nous soyons dans les délais effectivement les plus brefs à partir du moment où la substance a été administrée. C'est ce qui nous est demandé en réalité. Sur les directives anticipées, vous avez soulevé plusieurs questions sur leur validité au-delà d'un certain temps, et qui vous conduit à vous interroger sur est-ce que lorsque la personne va redonner un avis, sera-t-il encore éclairé ou peut-on utiliser l'avis d'un autre, d'un tiers, au moment, je parle dans le cadre de l'aide
à mourir ou il faudra procéder à l'acte. Moi, il me semble que l'esprit du texte qui vous est soumis, c'est que la personne doit être capable d'un avis éclairé jusqu'au bout. Et que la logique du texte, me semble-t-il, est très claire. C'est-à-dire c'est à la personne d'être capable de dire si oui ou non, même en situation, dans un second temps, de dire c'est l'esprit. Mais c'est vous, là encore, à qui revient de maintenir ou non ces dispositions. Nous n'avons pas à travailler là-dessus. Nous sommes sur une disposition et nous voyons comment nous pouvons la mettre dans la règle. Je vais laisser pour d'autres questions, pour laisser répondre le docteur Gabache sur d'autres points, pour reprendre certains ceux-là. Ce que dit M. Juvin, on a lu tous ces articles. C'est l'intérêt de voir... Et c'est vrai que ça va être la difficulté de la recommandation que nous aurons à rédiger collectivement pour le choix des produits, les méthodes d'ingestion et les difficultés les méthodes d'administration et les difficultés donc qui risquent d'apparaître et comment on résout ces problèmes. C'est vraiment un sujet. Il est important donc qu'on a lu toute cette littérature scientifique. Il y en a de plus en plus et donc ça va être une grande difficulté pour nous pour travailler. Mais je pense qu'ensemble, collectivement, on devrait pouvoir proposer la meilleure solution. Et comme dit le professeur Collet, nous, on fait dans le cadre de la loi. On a toujours, donc on attend ce que vous allez écrire et nous on se calera sur ce que vous aurez écrit dans la loi en termes d'administration. Sur les directives anticipées, c'est clair que alors on n'a pas d'éléments pour mesurer l'utilisation. C'est vrai qu'il y a une sous-utilisation je pense, de ces directives anticipées. Il faut mettre en place tous ces processus. Et pour le protocole de coordination, les DAC, et ainsi de suite, c'est vrai que les protocoles de coopération que nous avons mis en place, je pense on est à peu près certain qu'il faut vraiment mettre en place les outils de communication entre professionnels et notamment tout ce qui est l'informatisation de toutes ces coordinations. S'il n'y a pas d'outils qui permettent de coordonner les soins au-delà de ce qui est écrit, eh bien, je pense qu'on aura des difficultés. C'est la difficulté, c'est pas uniquement pour l'aide à mourir, c'est pour aussi la coordination des maladies chroniques. On a publié un parcours, par exemple, sur le Covid long. La difficulté, c'est la coordination et les moyens de communication entre les professionnels, les moyens modernes. Le papier n'est pas, à mon avis, n'est plus le moyen de communication et je pense que notre pays a un peu de retard là-dessus en termes de communication. Donc, chose que vous devriez anticiper tout cela dans la loi pour permettre cette meilleure mise en place de tout ce processus. Voilà. Pour la douleur réfractaire, c'est clair, de la douleur réfractaire, là on a travaillé sur la sédation profonde continue, on a bien défini ce qu'est la douleur réfractaire et toute la prise en charge de la sédation profonde, qui n'est pas que continue, je tiens à vous le rappeler, elle peut être transitoire, donc ça peut durer plus longtemps. On peut calmer la douleur, faire une sédation transitoire, l'arrêter et repartir vers une sédation profonde et continue. Donc ce n'est pas une fin sans retour. C'est ce que je veux dire. Donc, et on a bien décrit dans la recommandation toutes les échelles de douleur, d'analyse dont se servent les médecins. Sur le fait qu'il y ait une expertise aussi, sans avoir vu le malade, dans la sédation profonde continue, on a prévu qu'il y ait une expertise à distance de notre médecin. Peut-être pas nécessaire qu'il voit le malade, mais c'est l'habitude qu'ont les médecins aussi de faire une expertise à distance à partir des données que transmet le premier médecin pour avoir un deuxième avis sur le sujet. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà validé dans le cas de la sédation profonde continue. Écoutez, Madame Genevard, vous n'avez pas eu la réponse à votre question. Je crois que c'est ça. Oui. Je vous ai posé une question, messieurs, sur la possibilité donnée à un membre de la famille, possiblement, d'administrer la substance létale. Quel est votre regard sur cette possibilité ? Alors, nous n'avons pas répondu effectivement sur ce point. D'ailleurs, je n'ai pas répondu non plus sur le point de l'acte à la nomenclature, parce que la question de l'acte ne relève pas de nous. Ce n'est pas à la HAS d'établir si l'acte est inscrit ou non et pris en charge par l'assurance maladie en l'occurrence. La question
est une question complexe que vous posez, parce que c'est une question qui, à la limite, on pourra l'examiner, nous, dans la recommandation de bonne pratique, puisqu'on va être dans les conditions d'utilisation dans ce cadre-là, et qui va nous amener à nous interroger sur qui peut effectivement aider la personne à mourir. Et ça, dans mon esprit, par rapport au texte tel qu'il est actuel, ça fait partie pour nous de cette recommandation qui nous est demandée à l'article 18, au bout du compte, qui sont l'utilisation. Voilà. Désolé. Écoutez, merci messieurs pour les réponses à nos questions. Madame Battistel a levé la main juste avant que je dise. Tu lèves la séance, merci. Simplement sur la question des directives anticipées et de, vous m'avez pas répondu sur la question que j'ai posée. Peut-être en quelques secondes, si Madame la Présidente le permet. Le lien avec la décision libre et éclairée en cas d'altération. Si, j'ai répondu, me semble-t-il, en partie dans le lien, en évoquant le fait qu'était la question à 3 mois, je veux dire la deuxième demande, c'était un peu ça, et en évoquant si la personne n'était plus en situation la deuxième fois, que devait-on faire de sa première position. Et je rappelais que l'esprit du texte m'amenait à penser que ce que souhaitaient effectivement, en l'occurrence, les auteurs du projet de loi, c'est que jusqu'au bout, la personne puisse donner son avis de manière totalement éclairée. C'était l'esprit du texte. Voilà. Donc, je réitère mes remerciements, messieurs, et puis bon courage pour les travaux que vous devez mener. On attendra votre avis avec impatience. Le plus tôt sera le mieux, si je peux me permettre cette remarque. Chers collègues, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve à 21h.